Madame, Monsieur, bonjour. Édition spéciale de votre journal télévisé. C'est la fin d'une ère en Iran. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, est mort. Il a été tué dans les frappes israélo-américaines sur l'Iran. L'information était déjà dans l'air. Elle a été confirmée cette nuit, d'abord par Israël, par les États-Unis ensuite. Et puis, la télévision iranienne l'a annoncé à la population. C'est donc la tête du régime iranien qui est tombée. Clara Wirtz. La résidence de Khamenei détruite alors qu'il était dans son bureau. Le guide suprême iranien était la cible principale de l'attaque israélo-américaine. La cible a été atteinte. Khamenei est mort hier matin, mais il aura fallu attendre la nuit pour que la nouvelle soit confirmée par la chaîne d'État iranienne et son présentateur en larmes. Le grand esprit de la nation iranienne, le grand leader de la nation islamique a rejoint le royaume suprême. Une trentaine de bombes ont été larguées sur sa résidence. C'est la CIA qui a permis de localiser Khamenei selon le New York Times. L'agence de renseignement américaine pistait l'ayatollah depuis des mois. Il devait participer à une réunion de haut niveau. C'est une franche réussite pour Donald Trump qui poste sur son réseau social en début de soirée. Khamenei, l'une des personnes les plus diaboliques de l'histoire, est mort. Ce n'est que justice pour les Iraniens, mais aussi pour tous les grands Américains et les gens de nombreux pays à travers le monde qui ont été tués ou mutilés par Khamenei et son gang de voyous assoiffés de sang. Selon l'armée israélienne, une quarantaine de hauts gradés iraniens ont été tués dans les frappes. À l'annonce du décès de Khamenei, des cris ont retenti dans les rues de Téhéran. La population iranienne semble divisée. Si à certains endroits des panneaux à son effigie sont détruits, ailleurs ce sont des milliers de personnes qui rendent hommage au guide suprême iranien. Un deuil de 40 jours débute aujourd'hui dans le pays, alors que le président iranien appelle à venger la mort de Khamenei. Ali Khamenei, tué donc hier matin suite aux frappes conjointes des États-Unis et d'Israël. Des frappes qui se poursuivent ce dimanche. Sa mort a été annoncée notamment par Donald Trump cette nuit. On va rejoindre d'ailleurs notre correspondant en direct de Washington, Axel Monnier. Comment les États-Unis et Israël ont-ils réussi à cibler si précisément le chef du régime iranien ? C'est le résultat d'une très longue préparation, des mois de coopération entre les renseignements israéliens et états-uniens. La CIA et le Mossad ont travaillé main dans la main pendant des mois pour établir l'agenda, pour suivre les faits et gestes de tous les membres du régime iranien et pour savoir à quel moment frapper le plus opportunément. Ce moment, ça a failli être le 14 janvier. On a appris qu'au dernier moment, ces frappes avaient été annulées parce que ce n'était pas justement le moment opportun. C'est finalement donc hier matin, 8h30 en heure locale. 2 jours, c'est important parce que cela aurait pris de court les autorités militaires iraniennes qui ont l'habitude que les frappes israéliennes et états-uniennes interviennent la nuit. En tout cas, on a vu le résultat. Le bâtiment sécurisé où se trouvait l'ayatollah Khamenei a été vraiment très endommagé et donc dès le premier jour de leur frappe contre l'Iran, les États-Unis ont obtenu ce qu'ils voulaient, couper la tête du régime et ouvrir possiblement la voie à une nouvelle ère en Iran. Merci Axel Monnier en direct de la Maison Blanche. C'est la fin donc d'un règne de 36 ans sur l'Iran. Ali Khamenei avait pris le pouvoir en 1989. Il détenait l'autorité suprême sur le pays. Il était le visage de l'Iran chiite, éternel rival des États-Unis et de l'Occident. Son règne a aussi été marqué par la tyrannie. Il a réprimé de manière sanglante toute forme de contestation. Retour sur ces 36 ans de règne avec Pascal Boustamente. Ali Hosseini Khamenei est né en 1939 dans le nord-est de l'Iran. Dans sa jeunesse, il s'est engagé dans la contestation du régime du Shah et a participé à la révolution islamique de 1979. Dès le début du régime des Mollahs, il prend une place d'importance aux côtés de l'ayatollah Khomeini. Dès 1981, après avoir échappé à une tentative d'assassinat, il devient président de la République islamique. Il prend le pouvoir avec un style autoritaire particulier. Ali Khamenei restera dans l'histoire comme un dictateur, un criminel qui s'est appuyé sur un appareil répressif important en fait pour mater la population iranienne. On voit certainement aujourd'hui des manifestations en son honneur qui sont rendues, mais pour une grande partie de la population, c'est le départ en fait d'un dictateur et d'un criminel en fait qui ne sera pas regretté. En 1989, à la mort de l'ayatollah Khomeini, il devient à son tour guide suprême de la révolution islamique. Un règne de près de 40 ans émaillé de répression de mouvements sociaux motivés par l'opposition entre réformistes et conservateurs, comme en 2009,
ou plus récemment, suite à la mort en prison de Mahsa Amini en 2022, arrêté parce que son foulard n'était pas conforme aux règles de la police des mœurs. Sa mort a déclenché des émeutes dans tout le pays. Malgré tout, l'aura d'Ali Khamenei s'étend bien au-delà de l'Iran des mollahs. Is that the supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, was not just the head of state de facto, he was also a religious figure who had a certain importance in the world of Shia Islam, which means that he had followers in Lebanon, in Iraq, in Bahrain, in Saudi, in the UAE, in Pakistan, and many other countries. And there is a risk of major escalation in those areas precisely because of this. Après avoir accepté des accords sur le nucléaire avec la communauté internationale en 2015 et vu leur abandon en 2018, Ali Khamenei a dû faire face à une tension sociale croissante jusqu'au mois de janvier dernier où la répression des émeutes aurait fait, selon certaines estimations, jusqu'à 30 000 morts. Et aujourd'hui, les alliés de l'Iran dénoncent la mort d'Ali Khamenei. Le Hezbollah promet de faire face à l'agression. 3 jours de deuil ont été décrétés en Irak. Le Hamas pleure et dénonce un crime abominable. Et puis, Vladimir Poutine, lui, adresse ses condoléances aux Iraniens. En Iran aussi, les réactions sont nombreuses. On l'a vu, le président Massoud Pezeshkian veut venger la mort d'Ali Khamenei. Alors, Régis Deratte, une question se pose aujourd'hui en Iran. Qui va reprendre le flambeau? Que va-t-il se passer? Alors, on n'est pas dans un processus « l'ayatollah est mort, vive l'ayatollah », même si le guide suprême est une sorte de monarque absolu, de droit divin. Il n'y a pas une transmission héréditaire du titre, ni un vice-président qui prendrait la charge immédiatement. Ce que le régime iranien annonce mettre en place, c'est d'abord un intérim. Il sera assuré par l'actuel président Massoud Pezeshkian, aux côtés de l'ayatollah Ali Reza Arafi et d'un représentant des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de ce pouvoir religieux. Alors le message que cela envoie, c'est que le pouvoir tient, qu'un nouveau guide va être désigné. Alors évidemment à ce stade, cela reste de la com, car la mort du guide suprême a profondément affaibli le régime des mollahs. Et la question est donc de savoir si un régime islamique autocratique va vraiment garder le pouvoir en Iran. Les frappes israélo-américaines ont visé les installations nucléaires, les lanceurs de missiles, mais aussi l'appareil de répression interne. Et de nombreux hauts dirigeants du régime iranien ont été tués. Et les bombardements pourraient encore durer toute la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé le président américain. Donald Trump fait le pari que le régime va s'effondrer, que les gardiens de la révolution vont déposer les armes et que la population va s'emparer du pouvoir. C'est un pari qui est osé, car les milices du pouvoir iranien restent armés jusqu'aux dents face à des citoyens qui sont traumatisés et qui ont payé très cher d'avoir défié la dictature religieuse le mois dernier. Merci Régis pour ces explications très claires sur ce plateau. Et on l'a dit, beaucoup de réactions à la mort d'Ali Khamenei. Côté occidental, la France dit se satisfaire de la mort d'Ali Khamenei, un dictateur sanguinaire pour le gouvernement. L'Union européenne parle, elle, d'un moment historique, un moment décisif de l'histoire. En Belgique, nous avons pu recueillir la réaction du ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Je vous propose de l'écouter. Ce décès risque simplement d'avoir comme conséquence un embrasement complémentaire de la région. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous particulièrement vigilants et solidaires. On doit à tout prix éviter que l'Iran ne s'emballe par des ripostes à l'égard de pays voisins qui n'ont rien demandé et qui n'ont pas de raison particulière d'être la victime collatérale de leur cri de guerre. Donc très clairement, on se tient aux côtés du peuple iranien, dont on soutient de longue date l'aspiration à plus de liberté. On connaît les exactions du régime, on condamne ces ripostes iraniennes et nous suivons tout cela de très près dans l'intérêt aussi de la sécurité de nos compatriotes. Qu'est-ce qu'on craint aussi aujourd'hui? Une escalade diplomatique, une escalade au niveau des ripostes? Aujourd'hui, ce que l'on craint, c'est qu'il y ait un embrasement plus large de l'ensemble du Moyen-Orient, posant des problèmes majeurs de sécurité et de stabilité de la région, raison pour laquelle l'ensemble des pays européens sont en contact étroit. J'ai moi-même eu des contacts avec une série de mes homologues de ces pays du Golfe, de la Jordanie également, pour s'assurer à la fois du bon accompagnement de nos compatriotes via les ambassades auprès desquelles ils doivent pouvoir se manifester. On sait qu'ils vont devoir prendre leur mal en patience parce que les espaces aériens sont légitimement fermés dans toute la région en raison des missiles qui circulent et donc il n'y aura pas de possibilité de disposer d'un avion avant quelque temps.
On l'a mentionné, les frappes continuent. Les bombes tombent encore en ce moment sur l'Iran. L'Iran qui riposte et qui frappe de nombreuses cibles américaines au Moyen-Orient, mais pas seulement. Le port d'Oman, notamment, a été attaqué par des drones. L'aéroport de Dubaï aussi. Il y a aussi d'ailleurs eu au moins 2 morts aux Émirats arabes unis. Et puis Israël est aussi la cible de tirs nourris. Les sirènes résonnent sans arrêt. Une femme a perdu la vie et on compte une 30aine de blessés. Stéphanie Lepage. Le son des sirènes a largement retenti cette nuit dans plusieurs villes israéliennes, ponctuées par le bruit des explosions. Les missiles tirés par l'Iran sont pour la plupart interceptés par la défense antiaérienne, mais certains passent entre les mailles du filet. À Tel Aviv, une rue bordée d'immeubles a été totalement détruite. Plus de 20 personnes ont été blessées. Une femme de 40 ans est décédée. Since the early morning, the Israel police has been on high alert. We've activated multiple units and specialized units. We have our standby units that were brought into the stations. De nombreux Israéliens ont passé la nuit à l'abri sous terre. Ce matin, des tirs de missiles sont encore visibles dans le ciel. Hard to convince the kids that we need to go down to the shelter, go into the stairwell, get out of bed. It's very scary. We know that at any minute any of them could be missed by the interceptors and could hit our house. Depuis hier, l'Iran riposte sur Israël, mais mène également des frappes sur les monarchies du Golfe voisines, déclarant vouloir y toucher des bases militaires américaines. Mais des cibles civiles en font également les frais. Cette nuit, un immeuble résidentiel a été touché dans la capitale du Bahreïn suite à une frappe de drone. Oh my God! Oh my God! À Dubaï, après l'attaque d'un hôtel hier, des missiles étaient encore interceptés ce matin. À Doha, au Qatar, une épaisse fumée noire s'échappe après plusieurs fortes explosions au sud de la ville. Les autorités confirment avoir été visées par plusieurs dizaines de tirs. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé dans un communiqué que l'État du Qatar se réserve le droit plein et légitime de répondre à ces attaques, conformément aux dispositions du droit international. Fâchant ses voisins, l'Iran s'isole un peu plus. Son Conseil de sécurité a promis ce dimanche de frapper les États-Unis et Israël avec une force sans précédent. Et nous avons réussi à rejoindre notre correspondante à Tel Aviv juste avant ce journal. Éléonore Veil, on le sait, la population est en alerte. Des explosions ont été encore entendues au-dessus de Tel Aviv ce midi. Comment réagissent les Israéliens à tout ce qu'il se passe? On l'écoute. Et oui, encore un réveil en fanfare ce matin en Israël. À peine sortis des abris, les habitants ont dû s'y précipiter à nouveau. Les sirènes d'alerte ont retenti à plusieurs reprises au lendemain d'une première journée d'aller-retour incessant. Cette nuit, l'impact direct d'un missile sur un immeuble résidentiel en plein cœur de Tel Aviv a fait un mort et plusieurs blessés. 2 bâtiments ont par ailleurs pris feu. L'un d'entre eux s'est effondré. Mais ce qui fait la une des journaux ce matin en Israël, c'est avant tout la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei. Sa photo s'affiche en première page des principaux quotidiens israéliens avec un mot en légende: éliminé. Et puis, c'est un coup d'envoi qui a déjà des airs de victoire ici. Le guide suprême était perçu par une grande partie des Israéliens comme l'incarnation même de la menace existentielle. Et contrairement à son allié américain qui semble privilégier une campagne militaire brève et ciblée, Binyamin Netanyahou a appelé les Israéliens à faire preuve de patience et d'endurance. Selon lui, cette opération décisive se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. Et l'offensive lancée par les Israéliens et les Américains a et continuera à avoir des conséquences sur toute la région. Exemple en Turquie, à la frontière avec l'Iran, à Kapikoy très précisément, où on rejoint notre envoyé spécial sur place, Éric Destiné. Éric, des Iraniens franchissent déjà la frontière ? Bonjour Mariam, oui exactement, l'Iran est là, à 500 mètres derrière ce monumental poste frontière et depuis le début de la journée, eh bien oui, c'est un flux régulier de personnes qui entrent en Turquie depuis l'Iran, mais nous avons aussi vu des personnes qui retournent en Iran, beaucoup moins, mais on en a vu ce matin. Alors on ne peut pas parler d'un afflux massif de réfugiés, mais on voit un flux régulier de personnes qui nous disent qu'elles quittent temporairement l'Iran, elles rejoignent ces minibus pour ensuite rejoindre leur destination finale. Une seule personne a accepté de s'exprimer à notre micro ce matin. C'était clairement une personne pro-régime qui n'avait pas peur de se montrer face caméra et qui appelait
clairement à venger la mort de l'ayatollah Khamenei. Mais la plupart des personnes avec lesquelles nous avons parlé ont absolument refusé d'être filmées. Elles ne voulaient pas non plus qu'on enregistre leurs propos, de peur qu'on reconnaisse leur voix. C'était des personnes qui se sont dit terrorisées, qui nous ont décrit un pays qui était une zone de guerre et qui avait peur de se retrouver face aux autorités. Une personne m'a même dit « J'ai le sentiment d'avoir été anesthésié, de m'être réveillé groggy dans un pays que je ne reconnais plus et surtout j'ai aujourd'hui peur de parler aux gens car il y a par exemple des gardiens de la Révolution qui sont encore actifs mais il y en a aussi qui se cachent. Alors à qui on s'adresse? Qui soutient qui? C'est devenu difficile de savoir ça en Iran. Merci Eric pour ces précisions en direct. Merci aussi à votre caméraman Marco Sacomano. Des explications en direct donc de la frontière entre la Turquie et l'Iran. Et puis ce qu'il se passe en Iran, la mort de l'ayatollah, tout cela est suivi évidemment de près aussi par les Iraniens à l'étranger. En Belgique, ils ne se font pas exception évidemment. Il y a l'inquiétude mais aussi le soulagement pour certains. Damien Roulette et Cybèle Ceylan ont rencontré ce matin une famille installée à Bruxelles, une famille qui se réjouit des derniers événements. Depuis hier soir, la famille de Negar scrute les réseaux sociaux. Les images de Lies défilent sur son smartphone, une joie que Negar Zeynali partage. Moi, personnellement, j'étais vraiment contente. On a eu toujours une rêve de tomber le régime dictature islamiste en Iran. Negar avait 2 ans quand l'Iran s'est transformé en république islamique. À 26 ans, alors qu'elle terminait ses études d'ingénieur en électronique, elle fuit le pays et arrive en Belgique. Elle désire plus que tout la fin du régime des mollahs, peu importe les moyens. Évidemment, il y a beaucoup qui disent Amérique et Israël, ils viennent juste pour leur propre intérêt. Évidemment que c'est possible pour leur propre intérêt, sûrement aussi, mais quand même, ils ont sauvé nos peuples iraniens, quoi. Le régime est encore là, dit-elle, mais on est sur la bonne voie. Khamenei, comme on dirait, la tête de serpent est partie. Pour le reste, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de difficultés ou bien de problèmes, quoi. Negar et sa famille sont des royalistes convaincus. Ils n'ont jamais connu l'époque du Shah, mais vivent avec le souvenir heureux d'un Iran prospère dans un coin de la tête. Negar veut le retour du prince Pahlavi, exilé aux États-Unis. Nami, lui, il a 10 ans, il a suivi les dernières informations. Et quand on lui demande ce qu'il pense de l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, voici sa réponse. Il tue pas lui-même les gens, donc il dit à les autres pour le tuer, mais c'est pas bien qu'est-ce qu'il fait, mais il est mort, donc il peut plus faire ça. Une manifestation pour dénoncer les crimes du régime iranien était prévue cet après-midi à Bruxelles. Au vu des événements, l'ambiance y sera probablement différente. Negar s'y rendra, drapeau royaliste à la main, pour manifester, crier et partager sa joie avec d'autres Iraniens de Belgique.